Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Sénat 360. Tout de suite, voici les titres. Le Sénat débat aujourd'hui de la très controversée directive sur le secret des affaires, une disposition qui inquiète journalistes et ONG qui craignent que les lanceurs d'alerte ne puissent plus dévoiler des scandales touchant des entreprises. On en parle dans cette édition. Emmanuel Macron chahuté lors de son déplacement dans les Vosges. Le chef de l'État qui a eu des échanges musclés, notamment avec des cheminots, alors que le gouvernement annonce aujourd'hui que la fin de l'embauche au statut à la SNCF sera mise en place au 1er janvier 2020. Le projet de réforme des institutions continue d'agiter le Parlement. Alors qu'hier, Gérard Larcher a demandé au gouvernement de revoir sa copie, François de Rugy demande lui aussi des améliorations pour défendre les pouvoirs du Parlement. On en débattra dans cette édition. Et tout au long de cette émission, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Ojek est en salle des conférences et Quentin Calmet dans l'hémicycle. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, le Sénat débat aujourd'hui de la transcription dans le droit français de la controversée directive sur le secret des affaires. Un texte que dénoncent les ONG et les journalistes, mais que contient-il exactement? Les explications de Quentin Calmet. C'est une proposition de loi controversée qui mobilise contre elle les ONG, les représentants des lanceurs d'alerte ou encore les sociétés des journalistes de nombreux grands médias. La raison, cette législation, venue tout droit d'une directive européenne, renforce la protection des secrets des entreprises. Concrètement, leurs informations commerciales, leurs recettes de fabrication ou encore leur savoir-faire, tous ces secrets des affaires seraient mieux protégés par la justice. Avec une crainte pour la société civile, selon eux, privilégier le secret des affaires se fait aux dépens de l'intérêt général. Les journalistes, les lanceurs d'alerte ou encore les représentants des salariés sont bien exclus de ce texte et de toute poursuite judiciaire. Mais selon les ONG, ce texte pourrait mener à une autocensure de la part des lanceurs d'alerte. Depuis 3 ans, cette législation doit être transposée dans le droit français. Mais déjà, en 2015, une pétition contre cette directive avait rassemblé plus de 500 000 signatures. Et le texte est actuellement en débat dans l'hémicycle. Et pour en parler, nous rejoignons Quentin Calmet qui suit les prises de parole pour nous. Alors Quentin, les échanges ont-ils permis d'apaiser les tensions autour de ce fameux secret des affaires? Non, pas véritablement, Jérôme, car ces tensions, elles sont bien perceptibles entre les différents groupes politiques qui prennent la parole. L'examen du texte a commencé il y a 2 heures et avant même la fin des prises de parole de la discussion générale, les sénateurs opposés au texte avaient déjà pu lancer une première salve contre le gouvernement. On le sent, les enjeux autour de cette proposition de loi, ils sont très lourds. Il y a bien la volonté de la part de l'exécutif de se servir de ce débat au Parlement pour apaiser les craintes de la société civile. Écoutez Nicole Belloubet, garde des Sceaux. Dans notre droit d'une définition du secret des affaires et d'un encadrement normatif de sa protection suscite de nombreuses inquiétudes ou critiques. Vous avez pu les lire dans différents journaux. Je crois que les débats devant la représentation nationale sont essentiels pour expliquer aux Français les réels enjeux de cette proposition de loi, faire ainsi œuvre de pédagogie et par voie de conséquence apaiser les craintes. Un argument qui n'a pas du tout convaincu la gauche du Sénat, les communistes, les socialistes et une partie du RDSE qui critiquent le rythme effréné de l'examen de cette proposition de loi. Selon eux, les conditions ne sont pas réunies pour débattre sereinement de ce texte très important pour la liberté d'informer. Écoutez Jacques Bigot, il est sénateur socialiste du Bas-Rhin. Vous avez dit vous-même, vous souhaitez que le débat au Parlement puisse rassurer ceux qui sont inquiétés sur ce texte. Et en même temps, enfin c'est votre slogan en même temps, vous ne souhaitez pas que ce débat soit long. Non, il faut savoir. Vous avez, par le biais d'une proposition, on va dire très artificielle, évité le projet de loi, évité l'étude d'impact, alors que aussi bien le Conseil d'État que le Défenseur des droits et que d'autres viennent vous dire c'est un texte qui a des complexités juridiques qui méritent d'être étudiées. Ces sénateurs ont bien essayé de faire voter une motion pour rejeter le texte avant même la fin de la discussion générale, mais cela a échoué à 95 voix pour et 243 voix contre, car la droite sénatoriale entend bien examiner ce texte. La discussion générale, qui est désormais terminée, Jérôme, l'examen des articles et des amendements va pouvoir commencer d'un instant à l'autre. Merci Quentin.
Et nous rejoignons maintenant Saveria Rojek en salle des conférences du Sénat. Saveria, vous êtes avec Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord. Absolument. Bonjour Éric Bocquet. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. On le voit, on vient de le voir, hein, ce texte ravive les inquiétudes, en particulier sur les lanceurs d'alerte. En quoi est-il inquiétant précisément? Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est un recul? Écoutez, nous avons pris le temps de rencontrer des ONG, malgré les délais très contraints, ce qui est déjà un problème en soi, qui nous ont fait part de leur inquiétude. Donc il y a eu des pétitions quand même, 550 000, Madame Lucet, les ONG 350 000. Donc il y a vraiment une préoccupation. Effectivement, le débat revient. Il y a d'abord le problème de l'inversion de la charge de la preuve. C'est au lanceur d'alerte qui serait en situation de révéler des faits graves, mettant en cause l'intérêt général, qui serait chargé de porter la preuve de cette réalité. C'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, c'est le secret des affaires qui devient la règle et la liberté d'expression, la révélation, l'exception. Là, il y a un basculement assez inquiétant, effectivement. Voilà, donc de toutes parts, les inquiétudes s'expriment. Néanmoins, Éric Bocquet, j'ai envie de me faire l'avocat du diable. Hein. Le texte prévoit des exceptions, notamment au nom de la liberté d'expression. Mais vous nous dites que ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Ces exceptions, elles ne sont pas suffisantes. Non, ce n'est pas suffisant. On sent bien qu'il y a la prégnance des multinationales, des très grands groupes dans ce texte, effectivement. Au moment où tout le monde aspire à plus de démocratie et de transparence, ce texte fait machine arrière. Et c'est en cela que c'est inacceptable. Et c'est en cela que nous allons tenter de l'amender ici dans le débat et d'améliorer les choses. Mais voilà, on mènera la bataille au nom de tous ces gens qu'on a rencontrés. Les sénateurs, les parlementaires sont-ils suffisamment mobilisés sur ce texte? Écoutez, de notre côté, j'ai l'impression que nous le sommes. J'espère que dans tout l'hémicycle, il y a eu quand même surprise au nombre d'amendements déposés. Nous y avons participé, mais pas que nous. Il y avait près de 90 amendements. Voilà, c'est l'occasion de débat. Les amendements, le Sénat a supprimé justement en commission les sanctions des procédures abusives qui pourraient être menées pour faire pression sur les journalistes et les lanceurs d'alerte. Oui, alors il y a eu des améliorations incontestablement. La commission qui a préparé le travail a rendu son rapport, a amélioré, a atténué un peu les défauts que ce texte avait en sortant de l'Assemblée nationale. Donc là, il y a un petit progrès. Oui, c'est parce qu'on a quand même le sentiment, voilà, il y a quand même des points positifs. Oui, il y a des points positifs, mais ce n'est pas suffisant, ça ne va pas assez loin. On est un peu dans l'entre-deux. Il faut absolument garantir et protéger les lanceurs d'alerte parce que demain, les journaux, les lanceurs d'alerte, les ONG hésiteront peut-être à aller en révélation parce que ça leur coûtera cher en procès. Très bien, on a compris en tout cas votre position. Merci Éric Bocquet, merci beaucoup. De rien. Merci Saveria. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale veulent faire bouger le gouvernement sur la réforme des institutions. Alors qu'hier, Gérard Larcher a demandé au gouvernement de revoir sa copie, François de Rugy demande lui aussi des améliorations pour défendre les pouvoirs du Parlement. Les explications de Samia Dechir et Fabien Raquer. Une attaque sans précédent contre les pouvoirs du Parlement. Pour le président du Sénat, le projet de réforme constitutionnelle ne passera pas en l'état. La révision constitutionnelle ne pourra pas se faire sur l'abaissement des pouvoirs du Parlement. Moins remonté que Gérard Larcher, François de Rugy espère lui aussi modifier le texte à l'Assemblée nationale. Nous sommes dans l'optique de rajouter, d'enrichir, de compléter le texte du gouvernement. Parmi les points de friction, de nouvelles règles du jeu établissant l'ordre du jour des deux assemblées. Le gouvernement pourrait imposer l'examen d'un texte à l'agenda des deux chambres au motif qu'il serait prioritaire, y compris pendant le temps réservé à l'initiative parlementaire. L'encadrement du droit d'amendement fait aussi débat. Seuls les amendements en lien direct avec un texte seraient dorénavant jugés recevables, une atteinte au droit d'amendement pour de nombreux parlementaires. Le gouvernement veut aussi raccourcir la navette parlementaire. En cas d'échec d'une commission mixte paritaire à trouver un compromis entre les deux assemblées, plus de nouvelles lectures dans chaque chambre, mais dernier mot à l'Assemblée nationale. Au passage, l'exécutif pourrait introduire des amendements avant adoption définitive sans qu'ils aient été adoptés au Sénat. Le rôle du Sénat en tant que relecteur des textes, en tant que poil à gratter de l'Assemblée nationale sur certains dossiers, eh bien ce rôle-là va en grande partie disparaître. Le gouvernement ne pourra pas passer en force. Il lui faudra une majorité des 3/5 au Parlement pour aller au bout de son projet. Et pour en parler, nous rejoignons Saveria Rojek. Saveria, vous êtes avec Philippe Bas, président Les Républicains de la Commission des lois. Absolument. Bonjour Philippe Bas. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. On le voit depuis hier, les deux présidents des deux assemblées qui expriment de concert leurs inquiétudes quant à cet avant-projet de loi de révision constitutionnelle. Et tout à l'heure, François de Rugy qui a déclaré qu'une voie de passage serait possible pour faire passer cette réforme. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de l'Assemblée nationale ? Je l'espère. Mais pour cela, il va falloir que cette réforme institutionnelle prenne du sens. Au fond, quel est le problème de la démocratie française? Est-ce que c'est qu'on a trop de parlements?
ou au contraire pas assez de Parlement. Regardons un petit peu autour de nous. Regardons la Chambre des communes anglaise, regardons le Bundestag allemand, l'ensemble des parlements d'Europe, le Congrès des États-Unis. Eh bien, le Parlement français, dans le monde entier, est l'un de ceux qui a le moins de pouvoir. Est-ce que vraiment la perspective qui est devant nous, c'est d'abaisser encore le Parlement ou au contraire, c'est de rééquilibrer les pouvoirs dans notre République? Justement, vous avez lu cet avant-projet de loi. Vers quelle voie se dirige-t-on? J'ai été très surpris. Parce qu'en effet, ce projet de loi comporte plusieurs restrictions au pouvoir du Parlement. Le gouvernement pouvant envahir l'ordre du jour réservé aux initiatives parlementaires, le gouvernement restreignant le droit d'amendement des parlementaires d'une manière qui est absolument sans précédent. Donc en l'état, il est inacceptable pour vous? Il ne restera pas en l'état. Je crois que là, il y a eu un défaut de dialogue et de concertation. Il y a une concertation sur une table des matières. Le texte a ensuite été envoyé au Conseil d'État sans avoir été montré au président des deux assemblées. Et donc, il ne faut pas s'étonner que, dès lors qu'il comporte des mesures qui sont très restrictives pour le Parlement dans notre République, les présidents des deux assemblées s'en soient émus. Alors, François de Rugy, tout à l'heure, a déclaré qu'il compte enrichir le texte, notamment renforcer le pouvoir de contrôle de l'Assemblée nationale. Est-ce que tout ça, ce sont des pistes de travail qui sont acceptables pour vous, sénateurs? Tout à fait. D'ailleurs, le groupe de travail qui s'est réuni ici autour du président Larcher a fait des propositions en ce sens. Il faut que l'initiative parlementaire soit mieux reconnue. Il faut que le contrôle de l'administration au nom des Français soit mieux assuré. Ça va dans le bon sens. Il ne faut pas, au contraire, comme le prévoit actuellement le gouvernement, restreindre les droits du Parlement dans un pays où ils sont déjà limités. Très bien, merci beaucoup. Merci Philippe Bas d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Saveria. Emmanuel Macron chahuté dans les Vosges en déplacement dans ce territoire. Le chef de l'État a notamment été interpellé de façon virulente par des cheminots opposés à la réforme de la SNCF. Dans le même temps, le gouvernement annonce que la fin de l'embauche au statut entrera en vigueur au 1er janvier 2020. Résumé de cette journée par Jordan Klein. Quatrième vague de cette grève dite perlée et un mouvement qui commence doucement à fléchir. Et cela, le gouvernement semble avoir bien compris. Ce matin, Matignon a annoncé la fin de l'embauche au statut de cheminot dès le 1er janvier 2020. Date qui correspond aussi au début de la reprise de la dette de la SNCF et à la transformation du statut de l'entreprise. Emmanuel Macron est en déplacement aujourd'hui dans les Vosges. Pendant environ 3 heures, il a arpenté les rues de Saint-Dié, l'une des sous-préfectures. Après un accueil chaleureux, il est vivement interpellé sur le sujet des cheminots. Aujourd'hui, quand on est cheminot, mais c'est vrai, c'est pas votre faute, vous êtes rentré dans le système, honnêtement, c'est pas vous qui l'avez fait. On cotise plus aussi, je ne vous pour le reproche pas. Le TE, ça existe. Vous êtes plus protégé que des fonctionnaires. Eh ben moi je demande que tout le monde soit protégé comme nous. Mais d'accord, mais ça c'est pas sympa. Mais on n'est pas si protégé que ça, vous croyez qu'on peut pas se faire virer? Si on fait une connerie, moi je connais des gars, mais ils sont pas sur le tapis, ils sont fait virer. Ils sont toujours dans l'entreprise. Non, faux. Mais c'est pas vrai. J'en connais qui se sont fait virer. Présentez-les-moi. Le président a pointé du doigt des supposés activistes qui n'auraient rien à voir avec des cheminots. Selon lui, ses opposants seraient contre tout et contre la République. Et le chef de l'État poursuit son déplacement. Il est en ce moment même en train de visiter une scierie. Il souhaite développer la filière bois qui représente des milliers d'emplois dans la région. Un enjeu économique d'importance. Reportage signé Clément Perrault. Nous sommes dans la scierie que le président Emmanuel Macron a choisi de visiter pour son déplacement dans les Vosges. Ce choix n'est bien sûr pas anodin. Bernard Mougenot, le directeur, vient d'investir 15 millions dans une ligne de découpage dernière génération, faisant de sa scierie l'une des plus pointues en France. Tout est fait automatiquement par les scanners et tout cet ensemble de machines qui est très intelligente. Ça calcule tout, on trouve les volumes, on a le 3D. Cet investissement est tout sauf un luxe. Bernard Mougenot a économisé pendant 40 ans pour se le permettre. Mais selon lui, c'est la seule solution pour exister dans le marché globalisé et ultra concurrentiel du bois. Aujourd'hui, il faut produire vite, beaucoup et bien. Et les marges sont tellement basses qu'il faut faire beaucoup de volume pour pouvoir tirer des petites marges. Devenu indispensable si on veut rester dans la course. Voilà, on va doubler notre production et sur 2 ans, on va tripler notre production. Si Bernard Mougenot a décidé d'investir, c'est aussi parce qu'il peut s'appuyer sur les ressources en bois du massif des Vosges.
48% de la surface du département est boisée, 282 000 hectares au total pour un bois bien réparti entre résineux et feuillus et de très bonne qualité. Un trésor inestimable pour l'entrepreneur. Aujourd'hui, la forêt produit plus qu'on en consomme. Ces diamètres-là, même un peu plus gros bien sûr, sont très bien adaptés pour faire nos charpentes industrielles, entre autres, parce que c'est des petits nœuds, c'est des bois blancs. Voilà, c'est la qualité qui est recherchée aujourd'hui. La filière bois pèse 12 000 emplois dans les Vosges. Elle est incontournable pour le territoire, mais pourtant son potentiel n'est pas totalement exploité. Nous sommes chez Passive Home, une entreprise de construction. Ici, l'essentiel du bois utilisé vient bien des Vosges, mais il a majoritairement été acheté à des scieries allemandes. C'est pas forcément une volonté de l'entreprise d'acheter à l'étranger, bien au contraire. Nous, la volonté initiale, c'est d'acheter du bois local. Il y a un problème d'industrialisation, sans doute, il y a un problème de productivité, il y a un problème de volonté aussi, effectivement, stratégique, je dirais, mené il y a quelques années au niveau des scieurs, qui, effectivement, n'ont peut-être pas pris le train en marche, comme leurs confrères allemands, qui, effectivement, eux, se sont structurés. Pour la filière bois, l'enjeu est donc de rattraper ce retard en termes d'investissement et d'industrialisation, mais aussi d'anticiper les évolutions. Pour cela, miser sur la formation et la recherche est essentiel. Sur ce campus d'Épinal, plus de 400 étudiants sont formés à tous les métiers du bois d'aujourd'hui et de demain. L'objectif, c'est effectivement de travailler en local, d'utiliser tout ce qui sort des laboratoires pour pouvoir développer des nouveaux savoir-faire et effectivement travailler sur l'adaptabilité des technologies aux matériaux d'ici, aux matériaux qu'on a dans nos forêts. La formation, la recherche, l'investissement, tous ces leviers de la filière ne peuvent fonctionner que s'ils sont soutenus par une volonté politique forte. C'est le message qui est transmis aujourd'hui au président Macron. Et on retrouve sur place Clément Perrault. Vous suivez pour nous ce déplacement présidentiel. Et Clément, vous êtes avec le sénateur Les Républicains des Vosges, Jackie Pierre. Oui, tout à fait. Nous sommes ici dans la ville des Voires, une ville de 5000 habitants où Emmanuel Macron est attendu dans quelques minutes. Il va visiter un incubateur d'entreprise spécialisé dans la filière bois. On va l'évoquer, monsieur Jackie Pierre. Mais avant, je voudrais vous poser cette question. On a vu ces images aujourd'hui à Saint-Dié-les-Vosges d'Emmanuel Macron chahuté par la foule, notamment des cheminots. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de manifestation qui semble se multiplier ces derniers jours? Elle se multiplie parce que le texte a été approuvé à l'Assemblée nationale hier. Et puis ça ne donne pas satisfaction loin de là aux cheminots, mais je crois qu'ils en ont profité localement ici pour le faire savoir au président de la République. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de manifestations réellement spontanées ou est-ce que vous voyez derrière la main des syndicats ou de certains partis comme la France Insoumise? Oh, il y a toujours des profiteurs dans n'importe quelle situation. Je pense que oui, les syndicats et puis certains partis politiques veulent profiter pour essayer de se faire monter en mousse. Je ne sais pas si ça rapportera grand-chose, puisque les décisions, l'Assemblée nationale a accepté la modification pour les chemins de fer, c'est décidé, ça passera au Sénat. On n'est pas parfaitement contre, puisque je pense qu'on est pour. On l'améliorera, parce qu'elle a besoin d'être améliorée, la première lecture de l'Assemblée nationale. Autrement, c'est joué. Il faut modifier de toute façon la structure actuelle de SNCF. Très bien, revenons maintenant au fond de cette visite aujourd'hui d'Emmanuel Macron dans les Vosges, une visite consacrée à la filière bois. On a pu le voir dans le reportage juste avant, c'est une filière très importante dans les Vosges. Votre territoire, ça fait partie de l'ADN des Vosges. Oui, ici nous sommes dans une commune rurale de 370 habitants. Moi j'ai été maire à côté de la Chapelle-aux-Bois qui faisait 700 habitants. Depuis 1985, mes bâtiments communaux sont chauffés à ce qu'on appelle le bois déchiqueté. Ça veut dire que nous sommes toujours intéressés à ce qu'offrait le bois. Et ici, il y a beaucoup d'exploitation forestière, il y a beaucoup d'utilisation du bois parce qu'on a un territoire qui est largement couvert en forêt. Alors ça va du bois de chauffage, mais aussi de chênes de très grande qualité. Et il y a aussi un problème aujourd'hui important, c'est pour ça que les forestiers sont réunis, c'est que la Chine achète beaucoup de chênes sans qu'il y ait de la valeur ajoutée dans le département des Vosges. Et on voudrait ralentir ces exportations pour laisser un peu plus de travail dans le département et vendre un produit plus fini et qui a été plus travaillé, où la main-d'œuvre serait rémunérée dans les Vosges. Merci beaucoup, Jackie Pierre, d'avoir répondu à nos questions ici au Voires, donc une ville des Vosges où Emmanuel Macron est attendu dans quelques instants pour visiter, je vous le rappelle, un incubateur d'entreprise spécialisé dans la filière bois. Merci beaucoup, Clément.
L'un des objectifs de cette visite présidentielle, c'est le lancement du plan gouvernemental Action Cœur de Ville qui vise à redynamiser les centres-villes de 222 communes françaises. Un sujet dont le Sénat s'est emparé. Avant d'en débattre avec mes invités, Marie Brémaud vous présente les enjeux du dossier. Des vitrines vides, des rideaux baissés, des habitats délabrés. Il y a urgence. Près de 700 villes en France sont touchées par un mal français, la désertification de leur centre-ville. Un chiffre impressionnant, estimé par un groupe de travail de sénateurs après des dizaines d'auditions et plusieurs déplacements. Et pour répondre aux difficultés des territoires, les sénateurs vont proposer un pacte national pour la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Souvent, nos centres-villes se sont paupérisés. Il y a une vacance énorme et il y a besoin d'avoir une action concernant le logement, les réhabilitations, parfois les démolitions, les constructions, tout à fait de nouvelles dimensions. À travers une proposition de loi d'une trentaine d'articles, les sénateurs veulent donc s'attaquer aux questions concernant le logement, mais également l'urbanisme, la circulation, les parkings ou encore la fiscalité. Des mesures que les sénateurs veulent ambitieuses pour inverser en profondeur la culture de la périphérie. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités. Rémi Pointreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes questeur du Sénat, sénateur Les Républicains du Cher et co-rapporteur de la proposition de loi sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. À vos côtés, Nelly Tocqueville, bonjour. Sénatrice socialiste de Seine-Maritime. Face à vous, Daniel Chassaing, sénateur de la Corrèze, membre du groupe Les Indépendants, République et Territoire au Sénat. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Vogel, maire Agir la droite constructive de Melun et président de la communauté de communes de Melun. Bonjour à tous, merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu dans le sujet de Marie Brémaud, le gouvernement a prévu un plan, 5 milliards d'euros sur 5 ans. Est-ce que, Rémi Pointreau, ça suffit pour faire revivre les centres-villes ? Alors, si vous voulez, le Sénat, c'est vrai, s'est emparé de ce sujet grâce à notre président, Gérard Larcher, qui nous a demandé cette mission depuis le mois de juin 2017 pour travailler sur la dévitalisation des centres-villes et centres-bourgs avec mon collègue Martial Bourquin. Et il est vrai que c'est un sujet, c'est un enjeu de société. Et on doit en faire vraiment une cause nationale, parce que la question qu'on s'est posée au départ, c'est quelle ville on veut demain. Est-ce qu'on veut une ville à l'européenne, avec un vrai centre-ville, avec du lien social, un lieu de rencontre, un lieu de culture, ou est-ce qu'on veut des villes dortoirs où tout se fait en périphérie? Donc à partir de là, on a fait un pré-rapport qui a posé le diagnostic, avec le problème de la vacance, 12,5% sur le plan national en moyenne, mais parfois des pointes à 29% à Calais ou à 26% à Guéret, 25% dans le Cher, à Vierzon. Et on a essayé de travailler avec d'abord, on a fait 12 tables rondes. On a auditionné plus de 120 ou 130 personnes. Et on a essayé d'établir un rapport qui va se concrétiser par une proposition de loi qui va être donc donnée demain, débattue débattue autour d'une conférence de presse, mais débattue au mois de juin au Sénat, et qui va faire un certain nombre de propositions. On va revenir en détail sur ces propositions. Sont complémentaires avec les ORT, le plan Mézard, qui pour moi traite le cœur de ville uniquement. Alors que nous, on a traité l'ensemble de la problématique commerciale d'aménagement du territoire entre le e-commerce, le commerce de périphérie et le commerce de centre-ville. Donc on a vraiment fait quelque chose de global, alors que là, on traite 220 villes sur 700 villes qui sont en difficulté, 220 villes sur 5 ans, ça veut dire qu'il va falloir 15 ans pour régler la problématique des centres-villes. Donc pour nous, c'est insuffisant. Il faut aller beaucoup plus loin dans ces ORT pour pouvoir résoudre ce problème d'enjeux de société que nous vivons. Nelly Tocqueville, c'est un sujet qui touche toutes les régions de France. On le voit, des magasins de plus en plus souvent fermés au cœur des villes. Est-ce qu'il
Il est urgent d'agir sur ce dossier? Oui, alors je partage tout à fait le diagnostic et le constat de Rémy Pointreau. Moi qui suis donc sénatrice de Seine-Maritime, il y a pratiquement 600 communes, petites communes ou très petites communes. Et évidemment, cette problématique, je dirais, on la croise à tous les chemins lorsqu'on circule dans le département. C'est un vrai problème parce que Rémy Pointreau parlait du lien social et on peut vraiment parler de rupture de lien social lorsque des magasins ferment, lorsque on parcourt des rues tristes où il n'y a plus de vie, où les bâtiments, souvent d'ailleurs du patrimoine de qualité, est désert, n'est plus entretenu. Et évidemment, il y a cette espèce d'âme qui était au cœur de la vie dans ces centres-villes, des centres-bourgs, qui a disparu. Et tout ceci ne donne pas envie, par exemple, à des jeunes couples de venir s'installer et en revanche donne envie à d'autres de partir. Je voudrais ajouter aussi que s'y ajoute la disparition des services publics. Aujourd'hui, pour aller dans une trésorerie, pour aller pour faire confectionner un dossier administratif, il faut aller à l'extérieur de la petite ville ou de la ville moyenne. Et là aussi, c'est une vraie problématique. Daniel Chassaing, si rien n'est fait rapidement, c'est des centaines de centres-villes, chez vous peut-être, en Corrèze, qui pourraient être touchés. Et une fois que ça a commencé, c'est difficile de stopper ce phénomène. Oui, alors si vous voulez, pour l'instant, le plan d'action cœur de ville, c'est pour des villes moyennes. Alors, je dirai un mot tout à l'heure sur les bourgs-centres qui aussi doivent être réhabilités. Mais ils sont pour l'instant oubliés du gouvernement ? Pour l'instant, si vous voulez, je pense qu'il faudra le faire, mais je ne dis pas qu'ils sont oubliés. En ce qui concerne les villes moyennes, j'ai parcouru d'ailleurs avec le ministre Jacques Mézard Tulle et aussi Brive qui sont contractualisés. Mais c'est vrai que lorsqu'on parcourt, on passe en voiture, on voit mal. Mais si on parcourt à pied un centre-ville, on se rend compte. Je rejoins ce qu'a dit Rémy et Madame. Effectivement, on a beaucoup de vacances. On a des vitrines qui sont dans un état obsolète. Et il faut absolument reconquérir les centres-villes. Et ce projet, pour moi, est un bon projet. Alors, bien sûr qu'il peut être plus important. Mais pour moi, c'est un bon projet où il va y avoir autour du maire, bien sûr l'État, il va y avoir la CCI, et il va y avoir les collectivités, il va y avoir l'ANA, et il va y avoir la Caisse des dépôts qui vont être là pour pouvoir racheter. Bien sûr, c'est une action qui va être mise en place par la mairie, par les associations, par tout un tas de partenaires qui vont pouvoir racheter ces bâtiments et les réhabiliter en logement et aussi réhabiliter des vitrines. Parce que lorsque vous passez, effectivement, vous en avez donné des exemples, lorsque vous passez dans une ville où la moitié des vitrines sont en déshérence, ça ne donne pas envie de s'installer, ni aux commerçants d'ailleurs, ça ne donne pas envie aux commerçants de s'installer. Donc pour moi, c'est un bon projet. Louis Vogel, vous êtes un des maires de ces communes qui vont être accompagnés par l'État. Concrètement, comment l'État va vous aider à revitaliser votre centre-ville? Alors, on n'a pas attendu le plan cœur de ville pour essayer de faire quelque chose, parce qu'on est victime à Melun. Vous avez dit qu'on a été sélectionné. Oui, je suis très content, parce qu'on est victime de tout ce qu'on vient de voir, la désertification du centre-ville, les vitrines vides, les magasins. Et puis ça fait un effet de boule de neige quand une rue commence à se désertifier. Finalement, tout le monde part et les habitants partent aussi. Donc on a des cœurs de ville qui se dépeuplent complètement. Et ça a commencé il y a une cinquantaine d'années. C'est le développement des grandes surfaces où le parking est facile, on trouve tout à un seul et même endroit, fait que les habitants ont de façon générale déserté les cœurs de ville. Aussi, les immeubles anciens ne présentent pas les mêmes avantages, il n'y a pas d'ascenseur souvent, c'est plus difficile de vivre en cœur de ville souvent qu'à l'extérieur des villes, donc on a assisté à ce phénomène. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Alors, il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait même pas par où commencer. Donc nous, on a commencé par faire une consultation publique. On a demandé aux habitants du cœur de ville, par quoi voulez-vous qu'on commence? Et on a commencé par rénover la place centrale, c'était un parking. Il n'y avait plus de vie du tout, c'était le cœur de Melun, la place Saint-Jean, et les gens n'y allaient plus, ne s'arrêtaient pas là, donc ça va tuer toute vie sociale, tout le lien entre les habitants. Donc on a supprimé le parking.
ce qui est coûteux, hein, parce qu'il faut rattraper ça ailleurs. Hein. Supprime le parking, c'est redevenu la place centrale. Et on a organisé, grâce à ça, on a organisé beaucoup de manifestations en cœur de ville. Et les habitants du centre-ville ont pu se retrouver quelque part. Parce que, à force de voir des parkings, des voitures, il n'y a plus de vie dans les commerces fermants, il n'y a plus de vie en cœur de ville. Donc, première chose, on a fait ça en caution de la population. Ensuite, on a tout fait avec les commerçants. Parce qu'ils sont quand même, on a une association de commerçants très active à Melun. Et on a fait des actions avec eux. Chèques cadeaux, des boutiques, des opérations générales, pour montrer que tous les commerçants ensemble font un peu l'effet d'un grand commerce extérieur, d'une super surface, voilà. Et c'est pas les mêmes commerces en centre-ville qu'à l'extérieur. Donc il faut qu'on apporte une offre alternative. Donc cette année, c'est la première fois qu'il y a 3 magasins qui se sont installés simultanément. C'est pas du tout ce qu'on peut trouver en grande surface. C'est des magasins de cœur de ville où on peut s'arrêter, flâner, etc. Donc on a essayé de développer tout ça. On a lancé un plan de réhabilitation des immeubles vétustes. Donc avec la communauté d'agglomération. Hein, donc ça va se faire progressivement par différentes initiatives. Différentes initiatives. Il faut taper sur tous les côtés et il faut coordonner tout ça. Il y a aussi les applications numériques, hein, les magasins ouverts, fermés. Et donc, on va recruter un manager de cœur de ville pour essayer de coordonner l'ensemble des actions pour qu'il y ait une cohérence entre toutes ces actions qui sont multidimensionnelles. Rémi Pointreau, on a entendu Daniel Chassaing, il disait c'est un bon plan, mais c'est pas suffisant. C'est qu'un début, c'est 5 milliards sur 5 ans pour accompagner ce plan. Alors, moi, j'ai peur que ce soit simplement des mesures correctives. C'est-à-dire qu'on ne va pas régler le problème au fond. Il n'y a pas de mesures structurelles dans ce volet. Alors des finances, oui, certes 5 milliards d'euros, qui sont pour la plupart du recyclage de fonds qui existaient déjà. Bon, alors c'est bien de le flécher, c'est déjà une bonne avancée, mais je pense que ça ne sera pas suffisant dans le temps, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport à ce que nous proposons, qui sera complémentaire aux ORT, puisque les ORT vont être dans la loi Elan, mais sur un article seulement, l'article 66, donc on en parle très peu finalement. Nous souhaitons vraiment régler la problématique globale du commerce. D'abord, c'est vrai, il faut repeupler le centre-ville, il faut qu'on essaye de remettre des consommateurs, parce que ce sont les premiers clients des commerces. En facilitant la réhabilitation des bâtiments, on propose une baisse de la TVA, on propose des aides aux fonciers, on propose une zone de revitalisation urbaine avec des diminutions d'impôts. Il faut baisser la fiscalité en centre-ville parce qu'elle est beaucoup trop élevée par rapport à la périphérie et par rapport au e-commerce. Et si vous n'avez pas un équilibre de la fiscalité globale entre le e-commerce qui aujourd'hui n'est pas fiscalisé du tout, la périphérie qui paye beaucoup moins de fiscalité qu'en centre-ville, eh bien, on n'aura pas réglé le problème. Justement, sur ce sujet, je voulais interroger Nelly Tocqueville. Est-ce que les maires, finalement, ils n'ont pas aussi accueilli des grandes surfaces sur leur territoire? Et est-ce que ça n'a pas contribué aussi à vider les centres-villes? Alors bon, déjà moi je voudrais me féliciter que dans mon département, 2 villes bénéficient d'Action Cœur de Ville, Dieppe et Fécamp. Évidemment, on s'en satisfait, mais je partage tout à fait les avis qui ont été donnés. C'est que ça me paraît insuffisant parce que 222 villes sur 700 c'est peu, et on laisse à la marge malgré tout les bourgs-centres où là pour le moment on n'a absolument pas de réflexion qui est menée sur ces territoires. Et moi la peur que j'ai, c'est qu'on observe une nouvelle dichotomie entre les territoires ruraux, avec des bourgs-centres qui ont un vrai rôle de lien social, et puis des villes moyennes qui, tant mieux, auront bénéficié de ces actions. Mais j'ai un petit peu peur que là, on aille vers des choix et que ces choix se fassent au détriment des territoires et des bourgs-centres. Sur le rôle des maires qui ont parfois aussi accueilli des grandes surfaces. Évidemment, moi j'en connais. Et c'est tentant, et c'était tentant d'accueillir des grandes surfaces en périphérie parce que tout maire veut que son territoire vive. Et c'était perçu comme une possibilité de faire vivre le territoire, d'accueillir de nouveaux habitants, d'offrir de nouveaux services. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Dans ces espaces de centres commerciaux, on a réintroduit des petits commerces dans des cases que, malheureusement, souvent, on est allé chercher dans les centres-villes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a un peu déshabillé Pierre pour habiller Paul, et
on n'a pas vu venir les risques que cela faisait encourir au commerce du centre-ville. Daniel Chassaing, en même temps, la concurrence du numérique ou des grandes surfaces, est-ce que c'est pas aussi le sens de l'histoire? Est-ce qu'il n'y aura pas de moins en moins de magasins de toute façon? Oui, alors il y aura peut-être des magasins en moins, mais ce qui est important, c'est de réhabiliter, ça a été fait à Melun, le centre-bourg. Le centre-bourg et surtout les bâtiments qui sont actuellement en déshérence, qui sont complètement obsolètes, et donc ça me donne une image catastrophique des centres-villes. Donc ça, c'est quand même très important, reconquérir le centre-ville. Et bien sûr, si ça s'améliore, tout ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça se fait avec, bien sûr, la communauté d'agglo ou la communauté de communes, plus la maire. Donc c'est un dynamisme avec les associations, ça a été dit tout à l'heure à Melun, c'est un dynamisme de toute cette petite ville moyenne. Donc pour moi, c'est un bon projet. Et qui va rejaillir, si c'est mis en place, sur les territoires ruraux autour. Et bien sûr, dans un deuxième temps, je pense que, je suis d'accord avec Madame la sénatrice, il faut réhabiliter aussi les centres-bourgs. Parce que dans ces villes moyennes, vous avez souvent l'hôpital, vous avez le tribunal, vous avez peut-être des fois la préfecture, des administrations. Mais il y a une première vie de proximité, c'est dans les bourgs-centres. Et il faudra, dans un deuxième temps, mais c'est des crédits peut-être moins importants qui peuvent être mis en place par la DETR ou le fonds de soutien aux investissements locaux, mais effectivement, c'est très important. Il y a la ville moyenne et il y a aussi les centres-bourgs en rural qu'il faudra aider davantage. Louis Vogel, vous avez dit, on n'a pas entendu le plan du gouvernement, mais est-ce que ça va accélérer ces transformations qui sont à l'œuvre? J'espère bien. Et vous savez, l'idée aujourd'hui, c'est de coordonner tous les mouvements. On est passé à l'ère de l'e-commerce. Il va falloir coordonner e-commerce et grandes surfaces parce que c'est déjà l'étape suivante. Et moi, quand je parlais des petits commerçants, de commerce de proximité du cœur de Melun, c'est pas les mêmes choses qu'on va trouver là que ce qu'on trouve en grande surface ou ce qu'on va trouver dans l'e-commerce. Il faut absolument... Je vous donne un exemple. Et il y a un magasin de BD qui s'est monté. On peut lire tranquillement des BD. C'est vraiment adapté au cœur de ville. Il y a des magasins bio qui sont montés où les gens peuvent en même temps manger un morceau en achetant aussi des produits. C'est un autre système, un système de commerce plus convivial, où les commerçants d'ailleurs doivent travailler ensemble. Vous voyez, nous on a 2300 étudiants à la fac de droit de Melun, donc ça c'est une clientèle qu'il faut absolument faire venir dans les petits commerces. Ils ne vont pas aller prendre leur voiture pour aller en grande surface à l'extérieur de la ville, si on arrive à les retenir sur place. Et si on réussit, on va redonner de la vie à notre cœur de ville. Parce qu'en faisant... Grâce aux commerçants, on va faire rester les habitants. Et si les habitants sont là, il y aura des acheteurs dans les magasins. Donc, il faut penser l'ensemble de cette chose-là en développant en commun, en attaquant toutes les lignes, d'où la nécessité de coordonner ces politiques et d'avoir le manager de centre-ville sans lequel tout se ferait dans le désordre. On va prolonger ce débat, mais d'abord, on va reprendre la direction des Vosges, où Clément Perrault, vous êtes présent sur place vous suivez pour nous la visite présidentielle et vous êtes aux côtés du sénateur Les Républicains des Vosges, Daniel Grémillet. Visiblement, la liaison avec les Vosges a du mal à passer. On tentera d'y retourner probablement dans quelques minutes. Rémi Pointreau, on a entendu beaucoup l'action sur les commerces. Vous, votre proposition de loi, elle veut aller plus loin. C'est le logement, l'urbanisme, c'est finalement un package complet qu'il faut offrir au centre-ville, au centre-bourg. Bien sûr, moi je vous l'ai dit, on a voulu faire une proposition de loi qui englobe toute la problématique du commerce sur nos territoires. Et c'est la raison pour laquelle on a essayé de trouver des solutions qui englobent le maximum de problématiques. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'enjeu commercial dans les centres-villes, il y a aussi la problématique du logement. On voit bien que dans nos centres-villes, les rues commerçantes, il y a plus d'habitants au-dessus des commerces les commerçants habitent souvent en périphérie. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour réhabiliter un certain nombre de logements en centre-ville, parfois démolir pour faire du parking, parce qu'il faut aussi du parking dans les centres-villes. Donc il faut faire respirer les centres-villes. Et on a trouvé des solutions financières qui permettront, avec une fiscalité de bonus-malus entre le e-commerce, la périphérie et les centres-villes, qui financeront ces opérations en centre-ville, parce qu'il faut trouver aussi des moyens financiers
pour réhabiliter tous ces commerces qui sont aujourd'hui vacants, mais aussi tous ces logements qui sont devenus souvent même en mauvais état, qui ne sont pas habitables pour le moment. Nelly, je vous laisse prolonger. Donc ensuite, il y a aussi la problématique de la régulation commerciale. C'est vrai que la responsabilité, elle est multiple. Les élus ont certainement donné trop d'autorisation de zones d'activité. Mais les consommateurs aussi ont leur responsabilité parce qu'ils ont changé leur méthode de commercer. La grande distribution à sa part, le e-commerce à sa part, ça représente plus de 10% aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires, mais ça augmente d'année en année. On va vite arriver à plus de 20%. Et il faut qu'on trouve des solutions, y compris pour les commerçants de centre-ville. On propose dans notre texte d'aider par de l'ingénierie à faire en sorte que les commerçants s'organisent pour faire des plateformes numériques, pour vendre aussi, eux, en e-commerce autour des agglomérations. Et c'est ce qui manque d'ailleurs dans le volet de l'ERT, du plan du gouvernement. Il n'y a pas de moyens d'ingénierie suffisamment, à mon avis. Et il faut mettre des moyens d'ingénierie dans les centres-villes pour organiser nos centres-villes de façon la plus vertueuse possible. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Laurent Wauquiez veut un référendum sur la politique migratoire du pays. Le patron des Républicains présentait aujourd'hui les propositions de son parti. Il souhaite notamment revenir sur le droit du sol en matière de nationalité. Les détails de ce projet vous sont présentés par Fabien Recker et Samia Dechir. Le message est clair, avec Laurent Wauquiez, la droite renoue avec un discours cash et sans tabou sur l'immigration. On dit qu'il faut maîtriser les flux migratoires, on dit qu'il faut mieux réguler, on dit qu'il faut mieux organiser. Non. Il faut dire les choses très simplement. Les Républicains veulent une seule chose, sortir la France de l'immigration de masse. Le président des Républicains veut notamment supprimer le droit du sol pour les enfants dont les parents sont entrés illégalement sur le territoire. Il propose aussi des quotas d'immigration annuels votés au Parlement ou l'interdiction à vie de titres de séjour pour ceux qui sont entrés illégalement. Officiellement, le parti est rassemblé derrière son président sur cette ligne dure. Je pense qu'il doit poser ces questions-là. Ensuite, on doit tracer une feuille de route. Et je crois qu'on ne doit pas avoir de sujet tabou. Et la question du droit du sol n'est pas un sujet tabou pour nous. Mais l'unité autour de la ligne Wauquiez a toutefois quelques limites, quand par exemple il promet un référendum aux Français sur la question de l'immigration. Le sénateur LR François-Noël Buffet ne semble pas très convaincu. La question de la consultation est importante. Sous forme de référendum, c'est peut-être sur la pratique un peu compliqué. Techniquement, j'entends. Mais en revanche, un débat très transparent au Parlement et peut-être une autre forme à réfléchir. Aujourd'hui, les moyens techniques sont tout à fait adaptés. Pourquoi pas ? Ces propositions interviennent alors que le Parlement examine le projet de loi Asile et Immigration, jugé trop laxiste par la droite. Des propositions du parti Les Républicains qui interviennent en plein débat cette semaine à l'Assemblée nationale du projet de loi Asile et Immigration. Et pour s'emparer du dossier, Esther Benbassa, sénatrice écologiste de Paris, s'est rendue à la rencontre des migrants installés dans le 19e arrondissement. Un reportage de Samia Dechir. Les tentes sont collées les unes contre les autres. Chacun tente de trouver un abri sous ce pont du 19e arrondissement parisien. Depuis la fermeture du centre d'accueil de la Chapelle fin mars, les migrants reviennent le long du canal. En plein débat sur la loi Asile et Immigration au Parlement, la sénatrice Esther Benbassa est venue à leur rencontre. Good morning. The situation is not good. It's not good. Now people sit here. No toilet. La mairie a installé quelques WC et un point d'eau. Trop peu pour les 1000 migrants qui vivent sur les quais, dans des conditions plus que précaires. J'ai vu tout ça à Calais, à Ouistreham et ailleurs. Mais ici, on est étonnés, aussi en plein Paris, de voir ces gens démunis. Voilà leurs biens. Le projet de loi Asile et Immigration prévoit une procédure accélérée de l'examen des demandes d'asile et réduit leur délai de recours à 15 jours en cas de refus. Pour les associations d'aide aux migrants, ce texte pourrait encore aggraver les conditions d'accueil.
On réduit finalement le droit des demandeurs d'asile. On réduit en termes de jours, de délais pour pouvoir déposer leur dossier, alors qu'on sait que le problème, c'est le temps d'attente pour accéder à un point d'accueil demandeur d'asile et pouvoir déposer son dossier. Pour déposer une demande, encore faut-il connaître les démarches. Seuls 2 travailleurs associatifs maraudent pour les informer. Ils sont arrivés hier de Libye. Et là, à Paris. Dans ce campement, elles sont arrivées hier. Là, je fais un signalement pour qu'on puisse les accompagner à l'accueil de jour. À l'accueil de jour, oui. Accueil de jour famille. Il faut au moins des centres d'accueil pour les orienter ensuite. Ils ne vont pas s'orienter tout seuls. Qu'est-ce qu'ils savent? Ils ne savent pas 2 mots de notre langue. Comment ils vont aller faire une demande à l'OFPRA? Franchement, soyons pragmatiques. Regardez-moi ça, ils sont sous détente. Présenté comme un progrès par le gouvernement, le projet de loi Asile et Immigration divise jusque dans les rangs de la majorité présidentielle. Le gouvernement souhaite instaurer un service national universel. Le Sénat a travaillé sur la question et pour la Chambre haute, un tel dispositif aurait un coût très important pour l'État. Les sénateurs préconisent donc des aménagements. Les explications de Stéphane Amalian. Bonjour. C'était une promesse de campagne dont les modalités restent encore floues. Et pour cause, le gouvernement a préféré solliciter une commission ad hoc plutôt que les parlementaires. Les sénateurs ont tout de même mené des auditions pour définir les contours du futur service national universel. L'intérêt que le gouvernement décide de nous consulter, c'est que d'emblée, on aurait eu plus de billes. On aurait eu plus d'informations. Et c'est surtout ça qui est dommage dans la méthode. On a passé beaucoup de temps dans une sorte de brouillard, de flou, où on n'arrivait pas à avoir vraiment les informations. Un silence de l'Élysée qui montre que la mesure a dû faire l'objet d'arbitrage. L'armée s'était déjà opposée à la prise en charge de ce service, estimé à plusieurs milliards d'euros. Le service national devrait finalement se diviser en 3 séquences. Une première obligatoire dans le cadre scolaire, avec des enseignements liés à la défense. Une seconde séquence, obligatoire également, axée sur le brassage social, qui pourrait se faire en internat. Ici, les sénateurs alertent le gouvernement sur la durée et le coût qui ne doit pas peser sur le budget de l'armée. Attention, est-ce que l'encadrement pour la séquence 2, qui pourrait être un temps de regroupement, de brassage, serait assuré par du personnel militaire? On en doute, mais il faudrait monter en puissance, utiliser des réservistes, des retraités. C'est faisable, hein, tout est un problème de moyens. Donc on n'a pas, pour le moment, nous, de temps précis. On pense qu'on va vers 1 mois de regroupement, qui peut être en différentes phases. Enfin, une 3e séquence sera basée sur le volontariat. Les sénateurs préconisent aussi une période d'expérimentation pour évaluer le succès et la pertinence de ce nouveau dispositif. Et on retourne dans l'hémicycle du Sénat retrouver Quentin Calmet. Quentin, les débats sur la proposition de loi secret des affaires se poursuivent en séance et le Sénat compte modifier le texte déjà adopté par l'Assemblée nationale. Comment le texte va-t-il évoluer à la Haute Assemblée, Quentin? Eh bien, Jérôme, sur plusieurs points, les sénateurs entendent aller plus loin que l'Assemblée nationale avec une définition plus précise du secret des affaires et une référence à la loi Sapin 2, c'est-à-dire la loi qui crée des protections pour les lanceurs d'alerte. Autant de modifications qui pourraient rassurer les ONG et les défenseurs de ces lanceurs d'alerte. Mais dans un second mouvement, la majorité de droite du Sénat a supprimé l'amende pour attaque juridique abusive, c'est-à-dire le Sénat entend supprimer les procédures qui étaient prévues pour lutter contre les procédures abusives de certaines entreprises envers les journalistes ou ces lanceurs d'alerte. Aux grandes dames de Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Écoutez-la, c'était il y a quelques instants. Cette mesure poursuivait l'objectif de prévenir et, le cas échéant, de sanctionner les procédures abusives qui, en la matière, peuvent porter une atteinte particulièrement forte à l'exercice du droit fondamental à la liberté d'expression. Et il y a donc depuis 14h30 3 types de prises de parole dans l'hémicycle. Les sénateurs sur les bancs de la gauche du Sénat qui s'opposent à cette proposition de loi et qui s'inquiètent pour les lanceurs d'alerte et pour les journalistes d'investigation. Il y a aussi le gouvernement qui préférerait voir la version de l'Assemblée nationale être adoptée. Et puis il y a enfin les sénateurs de droite qui entendent bien apporter leur propre marque au texte, mais pas sûr que ce texte-là soit suffisant, Jérôme, pour rassurer les lanceurs d'alerte et les ONG. Merci Quentin. La transcription de la directive européenne sur le secret des affaires dans le droit français, c'est l'objet de notre face-à-face du jour avec Jean-Pierre Canet, journaliste d'investigation et vice-président du collectif
Informer n'est pas un délit. Bonjour Jean-Pierre Canet. Bonjour. Votre collectif, dont vous êtes le vice-président, Informer n'est pas un délit, a envoyé à Emmanuel Macron une lettre ouverte. Vous alertez sur le risque que ferait peser sur le journaliste d'investigation ce texte dont on vient de parler. Oui, alors on n'est pas tout seul, hein. On est une cinquantaine d'associations, d'ONG et pas des moindres. Très très largement, ce texte provoque encore beaucoup d'inquiétudes au sein d'un grand panel, les ONG, les syndicats. Parce qu'il peut aussi toucher le secret des affaires, peut aussi embêter les syndicats dans leur travail, les salariés, les chercheurs, aussi beaucoup de chercheurs, les ONG environnementales, et donc les syndicats de journalistes et le collectif comme le nôtre, qui s'est créé il y a 3 ans sur cette question. Je rappelle qu'en 2015, un amendement qu'on dit cavalier a débarqué dans la loi Macron et qui était extrêmement restrictif, extrêmement dangereux pour la liberté d'informer. Là, c'était vraiment très clair. Nous avons monté en quelques semaines ce collectif, notamment avec le travail d'une avocate, Virginie Marquet, qui a beaucoup travaillé avec nous là-dessus, et autour d'Élise Lucet, et on a obtenu une pétition de plus de 500 000 signatures, et on a obtenu la fin de cet amendement. Ensuite, il y a eu une bataille au niveau européen qui a duré très longtemps. Quand j'écoutais les débats cet après-midi, j'entendais les sénateurs dire « Ah, vous comprenez, cette loi », enfin certains disaient « Cette loi, c'est le fruit de 3 ans de travail, etc. » De concertation ? Oui, de concertation, mais de bataille surtout. On ne sait toujours pas aujourd'hui ce que cette loi vient exactement, ce à quoi elle vient exactement répondre. On ne sait toujours pas. Voilà. Donc on a accepté le principe qu'elle existe. D'ailleurs, on en demande des modifications et non pas le retrait. Mais fondamentalement, il faut bien se rendre compte qu'on ne sait toujours pas exactement à quoi elle correspond. On dit les Américains en ont fait une, donc nous aussi. Voilà. Dans le texte, il est prévu quand même une exception pour les journalistes et les lanceurs d'alerte, avec une notion d'intérêt général. Si en haut une information est d'intérêt général, le journaliste ne pourra pas être poursuivi pour le viol du secret des affaires. Est-ce que ça vous rassure pas quand même? Alors, c'est toute la difficulté de cette loi. À l'arrivée, si vous voulez, théoriquement, cette loi, je vais prendre une image. Il faut imaginer qu'en fait, là, on vient de créer une nouvelle maladie, et puis qu'avec cette loi, on fournit un virus qui va la soigner à 60 ou 70%. Et on nous dit c'est un progrès pour la liberté d'informer et pour les lanceurs d'alerte. C'est ça qui se passe. J'ai essayé de vous expliquer pourquoi. À l'arrivée, le texte, effectivement, protège les lanceurs d'alerte, les journalistes, les salariés, etc. Le problème, c'est que nous ne risquons pas forcément d'être condamnés. Nous risquons d'être condamnés avec cette loi. Elle affaiblit notre travail, clairement. Mais nous risquons surtout, en amont, lorsque l'enquête n'est pas encore sortie, lorsque nous sommes en train de travailler sur l'enquête, d'être embêtés. Pourquoi? Parce que cette loi, elle intervient non pas au moment de la sortie de l'information. Comme là, on est en train de fabriquer une enquête tous les deux, on va la sortir dans 3 mois. C'est à ce moment-là que le droit de la presse s'exerce, la diffamation si on a dit des bêtises, etc. Non, là, c'est en amont. C'est Minority Report. On attaque avant. C'est-à-dire que on vient reprocher à une source de détenir un secret. Et comment une entreprise peut savoir que son salarié détient un secret? Tout simplement quand moi je vais exercer ce qu'on appelle l'exercice du contradictoire. Je vais appeler la boîte sur laquelle je suis en train de travailler et je vais lui dire voilà, j'ai des questions à vous poser parce que j'ai un certain nombre d'informations. Donc et là, on vous attaquera tout de suite? Alors, si, évidemment, il y a le secret des sources, mais si l'entreprise réussit à connecter avec la source, avec un lanceur d'alerte, c'est arrivé plein de fois. Il est parfois difficile de maintenir ce secret-là. Eh bien là, elle a une arme pour l'attaquer et lui demander quoi? Lui demander de prouver sa bonne foi. Au lieu de le faire après, une fois que l'information est sortie, par exemple avec Antoine Deltour ou Raphaël Allais sur l'affaire LuxLeaks. Ils ont encore été condamnés par ailleurs. Il y avait un secret des affaires qui s'exerçait au Luxembourg. Là, on intervient en amont. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il va se passer que le lanceur d'alerte, les rédactions, vont dépenser beaucoup d'argent pour défendre leur bonne foi, avec des avocats, etc., et ne vont pas travailler sur l'enquête. C'est ça que nous dénonçons. Vous avez évoqué les procès, notamment ce LuxLeaks, où des journalistes, des lanceurs d'alerte sont poursuivis au Luxembourg. Est-ce que le risque, c'est qu'on ait une multiplication du nombre de ces procès? Alors, clairement, cette loi, telle qu'elle est écrite aujourd'hui, je précise que notre démarche ne demande pas le retrait du texte. Même si j'ai dit, pour commencer, qu'on se demandait toujours à quoi elle correspondait exactement. Mais nous ne demandons pas le retrait du texte. Nous demandons très précisément 2 choses.
la première chose que nous demandons, et c'est presque trop tard, hein, clairement, on est en train de débattre, mais c'est presque trop tard, nous demandons la réduction du champ d'application de cette loi. C'est très simple, nous souhaiterions qu'un amendement soit adopté réduisant le champ d'application de cette loi aux strictes relations concurrentielles et commerciales. Ça exclurait d'emblée toutes les autres informations absolument. Que vous pourriez Surtout dévoiler. les gens, les salariés, les lanceurs d'alerte, les chercheurs. Vous vous rendez compte qu'avec cette loi, un chercheur qui voudrait communiquer avec un collègue d'une autre boîte entre l'Allemagne et la France, par exemple, tout de suite, maintenant, à un coup près, c'est-à-dire qu'il va devoir faire attention à tout ce qu'il dit. Et puis, quand il change de société, encore plus. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est une attaque en amont, c'est pas une attaque en aval. Vous êtes co-auteur du livre Vincent Tout-Puissant aux éditions Jean-Claude Lattès, un livre qui s'intéresse à Vincent Bolloré, capitaine d'industrie. Typiquement, là, il y aurait une menace sur votre travail si la loi passait telle qu'elle. Alors, vous avez entendu, là, votre correspondant au Sénat disait à l'instant qu'il y a un amendement qui était plutôt protecteur dans la loi. D'ailleurs, la ministre de la Justice, la garde des Sceaux, a manifesté son mécontentement sur le retrait que les sénateurs ont proposé de cet amendement, qui luttait contre les procédures bâillons. Les procédures bâillons, c'est quoi? C'est très simple, hein, c'est une attaque en amont, justement, avant que l'enquête ne sorte, pour bâillonner le journaliste. Alors Vincent Bolloré a fait ça à mon co-auteur, Nicolas Vescovacci. Il lui réclame 700 000 €. Pourquoi? Parce qu'il a exercé son principe du contradictoire. Il a envoyé des questions à Vincent Bolloré et la réponse a été c'était du harcèlement. Voilà. Cette loi sur le secret des affaires, telle qu'elle est édictée aujourd'hui, va être une arme supplémentaire, va permettre à une entreprise de nous traîner en justice devant le tribunal du commerce, par exemple, et plus devant un tribunal classique où le droit de la presse s'exercerait. Quelles conséquences pour les citoyens? On entend beaucoup les journalistes se mobiliser, on entend un petit peu, vous avez évoqué les syndicats, mais les citoyens, on a l'impression que ça leur paraît loin tout ça finalement. Alors déjà, tout citoyen peut devenir potentiellement un lanceur d'alerte, hein, on ne sait jamais. Pendant des années, il peut penser que les journalistes ne servent à rien, puis un jour, il peut avoir envie d'en appeler un. Première chose. Et ensuite, citoyen, ça ne veut rien dire. Hein, j'ai parlé des chercheurs, des syndicalistes, ce sont des citoyens. Il y a quand même beaucoup de batailles à mener dans beaucoup de domaines. Nous sommes à l'heure quand même où l'environnement ne va pas bien du tout, où des entreprises cachent des secrets et impactent l'environnement. C'est quand même normal qu'on enquête là-dessus. Donc le citoyen, il est totalement concerné. Si nous ne pouvons plus enquêter, l'affaire LuxLeaks, par exemple, ou Panama Papers, mais l'affaire Luxembourg Leaks, qui a permis de démontrer, c'est une enquête d'Édouard Perrin, qui a permis de Cache Investigation, qui a permis de démontrer comment les grandes entreprises organisaient leur optimisation fiscale, pas l'évasion, l'optimisation fiscale avec le Luxembourg, ça a permis quand même de changer un peu les règles au niveau européen. Pas assez, mais ça permet quoi? De récupérer de l'argent pour le service public, par exemple, pour arrêter ce travail d'optimisation et encore au-delà, pour les Panama Papers, de l'évasion fiscale, des pratiques même illégales. On récupère de l'argent et ça va dans les hôpitaux, par exemple. Ce qui permet de dire à une aide-soignante que finalement, il y a peut-être un peu d'argent. Vous avez dit, on ne sait pas encore quel est vraiment le but de ce texte. En gros, vous dites c'est les grandes entreprises qui font un travail de lobbying pour finalement se protéger de ces scandales qui les éclaboussent. Il est normal que les entreprises aient un arsenal juridique pour protéger leurs secrets. C'est normal. Nous ne sommes pas là à expliquer que nous devons avoir accès à tout. C'est pas ce qu'on dit. Il est normal qu'un secret industriel soit protégé. En revanche, le droit de la presse doit avoir accès à ce secret et doit pouvoir le faire si il est d'intérêt public de le révéler. C'est ça la bataille. Ce que nous disons, c'est que ce n'est pas les PME, ce n'est pas les PME d'Europe qui ont poussé pour que ce texte existe. Ce sont des grandes multinationales qui, depuis des années, font de lobbying à Bruxelles en catimini et qui ont réussi à passer et à faire en sorte que le secret des affaires devienne quasiment aussi important que le secret d'État. Merci Jean-Pierre Canet d'avoir été notre invité sur ce texte qui est actuellement en débat dans l'hémicycle. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale veulent faire bouger le gouvernement sur la réforme des institutions. Alors qu'hier, Gérard Larcher a demandé au gouvernement de revoir sa copie, François de Rugy demande lui aussi des améliorations pour défendre les pouvoirs du Parlement. Les explications de Samia Dechir et Fabien Recker. Une attaque sans précédent contre les pouvoirs du Parlement. Pour le président du Sénat, le projet de réforme constitutionnelle ne passera pas en l'état. La révision constitutionnelle ne pourra pas se faire sur l'abaissement des pouvoirs du Parlement. Moins remonté que Gérard Larcher, François de Rugy espère lui aussi modifier le texte à l'Assemblée nationale. Nous sommes dans l'optique de rajouter, d'enrichir, de compléter le texte du gouvernement. Parmi les points de friction, de nouvelles règles du jeu établissant l'ordre du jour des deux assemblées.
Le gouvernement pourrait imposer l'examen d'un texte à l'agenda des deux chambres au motif qu'il serait prioritaire, y compris pendant le temps réservé à l'initiative parlementaire. L'encadrement du droit d'amendement fait aussi débat. Seuls les amendements en lien direct avec un texte seraient dorénavant jugés recevables, une atteinte au droit d'amendement pour de nombreux parlementaires. Le gouvernement veut aussi raccourcir la navette parlementaire. En cas d'échec d'une commission mixte paritaire à trouver un compromis entre les deux assemblées, plus de nouvelles lectures dans chaque chambre, mais dernier mot à l'Assemblée nationale. Au passage, l'exécutif pourrait introduire des amendements avant adoption définitive sans qu'ils aient été adoptés au Sénat. Le rôle du Sénat en tant que relecteur des textes, en tant que poil à gratter de l'Assemblée nationale sur certains dossiers, eh bien ce rôle-là va en grande partie disparaître. Le gouvernement ne pourra pas passer en force. Il lui faudra une majorité des 3/5 au Parlement pour aller au bout de son projet. Et pour évoquer ce sujet, nous rejoignons Saveria Rojek en salle des conférences. Saveria, vous êtes avec Françoise Gatel, sénatrice centriste d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Françoise Gatel. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. On vient de le voir, on vient d'en parler. Gérard Larcher, François de Rugy qui dénoncent de concert un abaissement des pouvoirs du Parlement. Ils sont déçus par cet avant-projet de loi transmis au Conseil d'État de révision constitutionnelle. Quelle est votre position là-dessus ? Alors moi, je les rejoins dans ce sens où je pense que pour qu'une démocratie fonctionne bien, il faut un exécutif fort, et il faut un pouvoir législatif fort. Et je pense que le gouvernement, quel qu'il soit, l'État, l'exécutif, en tout cas, a besoin du pouvoir législatif et doit reconnaître que le pouvoir législatif n'est pas simplement une chambre d'enregistrement, mais doit pouvoir être associé. On peut être associé de manière constructive pour élaborer la loi, l'améliorer, mais aussi l'évaluer et la contrôler. Est-ce que vous êtes d'accord quand François de Rugy dit qu'il y a une menace d'un déséquilibre des institutions ? Alors, moi, je pense, et au travers de tout ce que j'ai lu, je crois qu'il y a la force de notre Constitution qui a permis une stabilité tout en évoluant et ainsi de survivre à des épisodes difficiles, mais qu'aujourd'hui, le rôle du Parlement est questionné. Il est d'abord questionné par l'opinion publique qui trouve que voilà, il y a trop de parlementaires, ça coûte trop cher, ça sert à rien. Alors qu'en même temps, moi, je pense qu'il n'y a pas plus démocratique que l'existence d'un Parlement fort, parce que sinon, on est juste aux prises avec un président de la République, et quel qu'il soit, qui déciderait que tous ces projets doivent être simplement exécutés. Et je pense que le Parlement n'est pas un contre-pouvoir, mais c'est un pouvoir qui permet de construire dans la durée de bonnes lois dans l'intérêt général. En l'état, est-ce que vous voterez ce texte ? Alors, pour l'instant, ce n'est pas le texte définitif, parce que j'ai cru comprendre que le 9 mai est un jour important pour une discussion au Conseil des ministres. Donc moi, je pense que le président Larcher défend un certain nombre d'idées. Moi, je crois que l'introduction de la proportionnelle en soi, c'est une bonne chose, parce qu'il faut que toutes les opinions soient défendues, et les centristes ont toujours prôné ça. En même temps, il faut trouver l'équilibre pour ne pas créer d'instabilité, comme on connaît en Italie, voire en Allemagne. Il est où l'équilibre pour vous sur la proportionnelle ? Mon parti dit 20 à 25 aujourd'hui. Vous avez la même opinion, 20 à 25 ? Moi, je pense que les choses se discutent, mais la proportionnelle est importante tout en gardant de la stabilité. Puis surtout, moi, j'attends que le gouvernement, dans sa réforme, reconnaisse le rôle du législateur. Je vais vous donner un exemple de l'importance du rôle de législateur qui rend service au gouvernement quelquefois. J'ai été, il y a 2 ans, rapporteur de la loi égalité-citoyenneté. Vous savez, c'était un texte, j'appelais ça un cabinet de curiosité parce qu'il y avait de tout, donc c'était très difficile de contenir les débats. Et moi, j'ai entendu des ministres, à l'époque c'était des ministres socialistes, moi je suis centriste, qui m'ont dit on compte sur vous au Sénat pour arranger ça, parce que les députés ont introduit des dispositions dont le gouvernement ne veut pas. Donc ça veut dire que le bicamérisme, il est très utile pour produire quelque chose. Le pouvoir de correction est important. Pouvoir de correction, et puis l'opinion publique, je veux dire, du moins les citoyens, ils ont aussi élu les parlementaires. Très bien, merci Françoise Gatel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Le projet de réforme des institutions, c'est l'objet de notre second débat de Sénat 360. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. François-Noël Buffet, bonjour. Bonsoir. Sénateur Les Républicains du Rhône. À vos côtés, Arnaud de Belenet, bienvenue sur notre plateau. Sénateur La République En Marche de la Seine-et-Marne.
Face à vous, Éric Kerrouche, sénateur socialiste des Landes, bonsoir. Et enfin, j'accueille sur le plateau Benjamin Morel, docteur en sciences politiques à l'ENS Paris-Saclay. Bienvenue sur le plateau. Alors messieurs, il y a eu le temps de la concertation. Le gouvernement a tranché, a transmis son texte au Conseil d'État. Et maintenant, c'est la fronde des présidents des assemblées. Gérard Larcher hier, François de Rugy aujourd'hui. François-Noël Buffet, il va rester des gens pour voter cette réforme des institutions? Écoutez, il y a un moment en contrat. Je pense que ça ne s'engage pas très bien, me semble-t-il, parce que les choses ne sont pas appréhendées de bonne façon, qu'il y ait besoin sans doute de faire évoluer des choses, nous sommes tous d'accord. En revanche, la manière dont les choses se font, on n'en sent pas le sens en réalité. C'est quel est le sens de cette réforme, quel est l'intérêt du pays à cette réforme et quel est l'avantage pour les Français de cette réforme. Certains points peuvent se comprendre, d'autres ne sont pas acceptables et singulièrement, on est en train de se rendre compte que les pouvoirs du Parlement seront dans ce texte profondément remis en cause. Il y a donc une forme de recentralisation du pouvoir qu'on pressentait, qu'on ressent, dont on se rend compte maintenant. Et là, c'est au Parlement que l'on s'attaque. On va rentrer dans le détail de ces limitations des pouvoirs du Parlement, en tout cas telles qu'elles sont dénoncées par Gérard Larcher notamment. Arnaud de Belenet, même François de Rugy, il est pourtant du même parti que vous, il a dit qu'il faudra modifier le texte, amender le texte pour finalement défendre les pouvoirs du Parlement. Mais oui, et heureusement que le Parlement, par voie d'amendement, pourra modifier le projet qui a été déposé par le gouvernement. Je veux juste rappeler qu'en 2008, il y a eu 631 amendements au projet de loi constitutionnelle, à la modification de la Constitution, à l'Assemblée nationale et plus de 500 au Sénat. Et un certain nombre ont été adoptés. Donc on est là dans un process qui, pour moi, est totalement normal. Il y a un projet qui a fait l'objet d'une concertation, plutôt d'un certain nombre d'accords, et puis il y a un certain nombre de sujets qui restent en débat. Peut-être qu'ils cachent d'ailleurs d'autres débats, parce qu'il y a des points qui font consensus. Il y a beaucoup d'avancées qui ne sont pas évoquées dans l'actualité. Et puis, évidemment, deux sujets qui ont l'air de crisper, que sont l'inscription à l'ordre du jour d'un certain nombre de textes et la limitation au droit d'amendement. Est-ce que tout cela, on peut y revenir, je ne partage pas totalement les affirmations qu'on entend depuis ce matin, mais est-ce que tout ça ne cache pas l'autre débat? Est-ce qu'il n'y a pas une discussion qui s'engage sur d'autres sujets que sont le taux de proportionnel, que sont le cumul dans le temps, que voilà, les moyens de contrôle du Parlement? Ça, c'est un vrai sujet. Je rejoins totalement François de Rugy là-dessus. Nous disposons aujourd'hui, par la Constitution telle qu'elle a été modifiée en 2008, d'un certain nombre de moyens de contrôle que nous n'utilisons pas encore. Donc je pense qu'il faut se détendre, il y a le texte, et puis il y a surtout la réalité de la pratique. Il faut être ferme, tenir bon sur un certain nombre de principes, mais il y a la réalité de la pratique. Nous disposons de moyens de contrôle. Voilà, 2 points, si vous le permettez. Je ne trouve pas choquant, et je rejoins totalement Jean-Jacques Hyest, qui a été président de la commission des lois LR très longtemps au Sénat, qui n'est pas suspect d'être un méchant progressiste bonapartiste, qui disait une chose toute simple, c'est est-ce qu'il est choquant qu'un gouvernement, une majorité qui vient d'être élue, veuille pouvoir inscrire de manière assez significative à l'ordre du jour des assemblées les textes qui ont été approuvés par le suffrage universel direct. Moi, ça ne me choque absolument pas que le gouvernement puisse inscrire de manière prioritaire, au-delà du PLF et du PLFSS, les projets de loi de finances, un certain nombre de textes importants en matière économique, sociale ou environnementale. Ça n'enlève rien au temps dont disposent nos assemblées et le Sénat pour inscrire leurs propres initiatives à l'ordre du jour. Donc on est là sur quelque chose qui est assez sain et légitime. Éric Kerrouche, pour vous, est-ce que c'est des limitations au pouvoir du Parlement? C'est les mots de Gérard Larcher. Écoutez, manifestement, l'exécutif tourne un nouveau film. Alors, c'est pas « Chérie, j'ai rétréci les gosses », c'est « Chérie, j'ai rétréci le Parlement ». En fait, la seule perspective de ce texte, c'est de diminuer de façon incompréhensible les pouvoirs du Parlement, dans des domaines qui sont, au-delà de ce qui a été cité, dans des domaines qui sont extrêmement importants. Quand on limite la capacité à voter... Ah non, j'ai cité le texte. Quand on limite la capacité à voter le budget dans le temps, et qu'on se dit que éventuellement le budget, qui est quelque chose de fondamental dans une démocratie, va être limité dans son débat et qu'on peut finir sur des ordonnances, si ça, c'est pas une limitation
de la démocratie telle qu'elle fonctionne, c'est un problème fondamental. On a une crispation incroyable de l'exécutif, une volonté de concentration des pouvoirs. Or, je veux juste rappeler une petite chose ici, c'est que quand on change la Constitution, on change le texte fondamental, mais pas seulement pour soi, on change le texte fondamental pour soi et pour l'avenir. Donc, je ne comprends pas cette volonté d'Emmanuel Macron de tailler la Constitution à sa mesure, en oubliant qu'en fait, de toute façon, et quoi qu'il arrive, la Constitution le dépassera dans le temps, comme elle nous dépassera dans le temps. Donc je pense que cet abaissement du Parlement, il est inutile, il est inefficace et il n'est pas nécessaire. Benjamin Morel, vous partagez cette analyse, affaiblissement des pouvoirs du Parlement ? Oui, de façon assez évidente. On a sur tous les articles qui concernent le Parlement une remise en cause, notamment du droit d'initiative des parlementaires. C'est assez inquiétant et d'une certaine façon, c'est un peu une occasion manquée. On attendait une réforme constitutionnelle et tout le monde se disait que ce n'était peut-être pas forcément une mauvaise chose parce que le Parlement français est de tous les grands parlements occidentaux l'un des plus rationalisés, l'un des plus tenus par l'exécutif. Et donc on attendait, comme on en avait eu une en 2008, une nouvelle réforme qui permettrait d'accroître les pouvoirs du Parlement ou en tout cas de rééquilibrer les pouvoirs du Parlement avec ceux de l'exécutif. Ça ne signifie pas moins d'efficacité, mais ça signifie un pouvoir redoré en échange peut-être d'une plus grande efficacité sur certains aspects. Là, on a une réforme qui va non seulement dans un seul sens, mais en plus qui va à rebours, je pense notamment à l'ordre du jour partagé, de ce qui avait été acté en 2008. Donc on a l'impression d'une occasion manquée et de quelque chose qui en fait fait régresser les pouvoirs du Parlement. Et donc là, c'est d'une certaine façon, d'un point de vue extérieur, du point de vue de l'observateur extérieur, une sorte d'évolution incompréhensible pour une raison de sens d'évolution des institutions qu'on constate pas seulement en France, mais également dans beaucoup de pays occidentaux, et pour une raison stratégique, parce que ce projet de loi constitutionnelle, très clairement, comment est-ce que le gouvernement a pu penser qu'il pourrait trouver une majorité ? C'est-à-dire que là, il y a une vraie interrogation. Que veut faire le gouvernement derrière ça ? Et au bout du compte, est-ce que l'on n'est pas là face à un casus belli vis-à-vis des parlementaires ? Probablement pas pour aller au référendum sur ce projet de loi constitutionnel, mais peut-être pour tout bêtement s'en passer et passer directement à un débat beaucoup plus violent. Et je rejoins avec ce que vous disiez sur d'autres choses qui font débat, qui sont le taux de proportionnel, le nombre de parlementaires, qui relèvent de la loi organique ou de la loi ordinaire. Donc là, on a l'impression d'un projet de loi constitutionnel qui, à l'origine, devait faire consensus, qui ne fera pas consensus, et d'une bataille qui est reportée sur d'autres textes qui, eux, font réellement débat. Alors, vous avez évoqué le référendum. Avant de vous faire réagir, on va écouter à ce sujet Claude Malhuret, le président du groupe Les Indépendants au Sénat. Il s'exprime à ce sujet. Depuis 4 mois, ici au Sénat, on a beaucoup travaillé. Gérard Larcher a réuni très régulièrement le groupe de travail qui représente tous les groupes du Sénat. Et je crois qu'on a beaucoup avancé. On a aussi beaucoup avancé dans les discussions avec le gouvernement. Et en définitive, beaucoup de sujets qui n'étaient pas évidents ont été réglés par la négociation. Ça n'est pas fini. Il reste encore des sujets. Moi, je préférerais que nous arrivions à une négociation et qu'on termine par le Congrès plutôt que par un référendum qui va opposer les uns et les autres. Je crois qu'on peut y arriver. Arnaud de Belenet, éviter le référendum, mais s'il y aura un référendum sur cette question ? Le référendum dépend de l'initiative du président de la République, donc on verra bien. Moi, je crois que tout le monde se grandirait à trouver un accord sur la réforme constitutionnelle. Y compris l'exécutif. Évidemment avec l'exécutif. Il y a un débat qui s'est engagé, un texte qui est déposé par le gouvernement et nécessairement 2 points d'achoppement. Mais si on repointe ces deux points, il y a le sujet de l'inscription à l'ordre du jour. Je vous ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure. Moi, ça ne me choque pas, en préservant un temps parlementaire, qu'il y ait un temps accru pour un gouvernement parce qu'on a un sujet d'efficacité et tout ça me paraît assez sain. La deuxième chose qui fait débat, c'est la limitation du droit d'amendement. Enfin, c'est pas une innovation dans la Constitution aujourd'hui. Le droit d'amendement est d'ores et déjà limité lorsqu'il y a violation du domaine réglementaire. Et ce qu'il est proposé par le gouvernement d'ajouter, c'est l'absence de lien direct entre l'amendement et le texte et l'absence de portée normative. Bon, et dans ce cas-là,
Si on inscrit ça dans la Constitution, ça veut dire qu'il peut être opposé par le gouvernement ou l'Assemblée et le président de l'Assemblée concernée. Cette irrecevabilité. C'est le cas aujourd'hui pour la violation du domaine réglementaire. Pourquoi pas l'étendre? La question mérite d'être posée. Ça suppose, en cas de désaccord entre le président de l'Assemblée et le gouvernement, que le Conseil constitutionnel soit saisi. C'est d'ores et déjà le cas. Simplement, le gouvernement propose de raccourcir le délai de réponse du Conseil constitutionnel de 8 à 3 jours. Voilà. On n'est quand même pas sur le sujet du droit d'amendement, quand on regarde exactement de quoi on parle, on n'est pas dans une révolution qui viserait à mettre au pas le Parlement dans le cadre d'une démocratie ultra dirigée par le gouvernement tout-puissant. Faut quand même pas exagérer. Quand on regarde la réalité des choses, on est loin du discours et des phrases toutes faites, voire des formules un peu réductrices et de punchline. François-Noël Buffet. Sur ce point, le règlement existe. Les dispositions des articles 40 et article 43, sauf erreur de ma part, sur les deux sujets liés notamment aux amendements dits cavaliers ou qui sont de caractère normatif. On a la décision du président de notre Assemblée, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, qui saisit par la Commission, dit non, ça j'applique. Vous dites qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin? Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je voudrais rappeler quand même que la réforme de 2008 a plutôt renforcé le rôle du Parlement et a organisé le Parlement. Le fait de pouvoir avoir le texte de la Commission en séance et le texte du gouvernement a été très efficace. On a beaucoup travaillé et ça a beaucoup amélioré les choses. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si demain le gouvernement dit je prends l'ensemble de l'ordre du jour disponible pour y apporter mes textes, il n'y a plus d'initiative parlementaire possible. Non, à ce moment-là, qu'ils le prennent sur le groupe qui le soutient. Dans le cadre des niches qui sont mises en place, enfin, c'est une expression, la niche, les espaces réservés aux groupes politiques, alors qu'ils prennent le temps qui est réservé au groupe qui le soutient, ça ne pose pas de difficulté, mais pas aux autres. Il faut quand même être un peu sérieux. Alors, il y a un bruit qui court, je ne sais pas s'il est réel, d'ailleurs, je pose la question, comme quoi, sur les propositions de loi qui viendraient d'initiative parlementaire, donc, le Césaire serait saisi pour avis avant, alors que le Césaire, qui est le Conseil économique et social et environnemental, est un organisme demeurant où les gens ne sont pas élus, ils sont nommés d'abord, et où est l'indépendance à ce moment-là des parlementaires légitimement élus. On voit bien qu'il y a tout un petit système qui se met en place pour limiter les marges de manœuvre des parlementaires et des assemblées. Éric Kerrouche, même constat. Et puis franchement, pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est ça la vraie question. C'est quoi la finalité? Est-ce que depuis le début de cette législature, d'une quelconque façon, la majorité écrasante que M. Macron a à l'Assemblée nationale a été empêchée de mettre en place sa politique? Est-ce que les amendements, d'une quelconque façon, ont limité la capacité à faire? Non. Il n'y a aucune finalité dans cette réforme. Alors si, peut-être le fait que quand même on oublie que avec ce qui est proposé, après la commission mixte paritaire, en fait, il n'y aurait plus d'avis du Sénat. Parce qu'on se référait, accessoirement, on s'assied sur le bicamérisme. Donc, pas du tout. Pas du tout. Les amendements du Sénat sont seuls pris en compte par l'Assemblée, c'est dans le texte. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que c'est dit. C'est simplement le fait que l'avis du Sénat ne compte plus après la commission mixte paritaire. Et donc, il y a une atteinte aussi au bicamérisme. Et là, la vraie... Pourquoi? Alors, encore une fois, le président de la République et son gouvernement ont assez de pouvoir en France. Vouloir en surajouter, c'est simplement avoir une vision, on va dire, qui relève du mépris par rapport au Parlement et aux deux chambres. Et franchement, dans une démocratie libérale, c'est un problème. C'est un problème parce que ça déséquilibrera notre démocratie dans le temps. Et pas uniquement au moment où on parle et où éventuellement cette réforme pourrait voir le jour, parce que je pense qu'il faut parler au conditionnel quand même. Benjamin Morel, ce projet de réforme, qui pourrait le voter? Qui pourrait voter moins de pouvoir au Parlement? En l'état, à part peut-être les députés de La République En Marche et éventuellement le MoDem, je vois difficilement aucun groupe voter la chose en l'état. Après, en effet, le projet va être amendé, etc. On a un projet qui répond à un vieux problème qui n'est plus réellement d'actualité. Comme vous le disiez, c'est le problème de l'obstruction. La réforme de 2008, qu'on soit pour ou qu'on soit contre d'ailleurs les dispositions qui ont été établies à ce moment-là, a donné au Parlement des instruments au règlement des assemblées, temps législatif programmé, temps législatif encadré, etc., qui permettent de mettre fin au grand processus d'obstruction qu'on avait vu dans les années 80, 90. Dans les années 2000, on a tous en tête l'image du président Debré avec une grosse pile d'amendements devant lui qui avait mis en scène justement
cette difficulté pour l'Assemblée de gérer cette obstruction. Aujourd'hui, il y a des moyens en droit parlementaire qui permettent d'éviter ça. Le Parlement avance, le Parlement marche. Alors, il faut évidemment du temps pour examiner une loi. Et d'une certaine façon, le fait que l'opposition joue son rôle d'opposition, dépose des amendements qui n'aient pas de réelle chance d'être adoptés, eh bien, ça fait partie du jeu politique. Et la scène parlementaire, le débat parlementaire, implique également une forme de mise en scène. Supprimer cette mise en scène sur principe que seule la majorité pourrait éventuellement soumettre des amendements intéressants, c'est inquiétant. Sur les dispositions qui sont dans cette réforme constitutionnelle, ce qui est choquant, comme vous le disiez très bien, c'est pas tellement le fait qu'on puisse soulever une irrecevabilité face à un cavalier législatif ou face à un amendement sans portée normative. C'est déjà dans la jurisprudence du Conseil, c'est déjà dans le règlement des assemblées. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on donne ce pouvoir au gouvernement, qu'on donne un droit de veto d'une certaine façon au gouvernement, alors que pour l'instant, c'était les chambres qui géraient de façon souveraine ce point-là. Et sur l'ordre du jour partagé, je suis désolé, mais c'est le retour à avant 2008. Parce que c'était quoi le principe avant 2008 ? C'était de dire... On va revenir dessus juste après, mais avant, je vous propose d'écouter Patrick Kanner, le patron du groupe socialiste au Sénat, et vent debout contre cette réforme. On l'écoute. Le texte qui n'est pas encore sorti du Conseil d'État, mais que nous avons eu en primeur, montre encore une fois une forme de dédain, pour ne pas dire d'irrespect par rapport au Parlement, notamment sur cette idée de pouvoir perturber la priorité parlementaire par des textes qui viendraient en priorité du gouvernement sur des sujets extrêmement vastes. Ça montre vraiment une manière très particulière d'envisager la place du Parlement, et je reprends cette expression que j'ai déjà utilisée. Est-ce qu'on dérange finalement ? Est-ce qu'on dérange le gouvernement, Emmanuel Macron, en étant ce que nous sommes, à savoir les représentants démocratiques de la nation française ? Arnaud de Belenet, Patrick Kanner dit qui on dérange. Le président de la République, quand il était candidat, il avait dit il y aura moins de parlementaires, mais ils auront plus de moyens. On a bien compris le moins de parlementaires. Où est-ce qu'il y a un progrès pour le Parlement ? Que l'opposition s'oppose est une chose et ça me semble absolument nécessaire à la démocratie. Voilà, le projet vient d'être déposé. Je pense qu'il manque d'une lecture très attentive dans le détail des choses et qu'on est un peu dans la caricature et dans un discours qui a déjà été tenu ces dernières semaines. Ce qu'on oublie de dire au passage, c'est quand même qu'il y a dans le projet du gouvernement l'évaluation systématique des lois à l'initiative et avec des moyens et des projets de loi qui ont été adoptés. Et l'obligation pour l'exécutif de rendre compte de l'exécution de la loi de finances. Il y a des sujets d'avancée. Il y a aussi d'autres sujets qui concernent moins directement le Parlement. Le renforcement de l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pas rien, ça fait consensus. Mais tout le monde est d'accord. Non mais disons-le, et tout le monde est d'accord. C'est pas un sujet. Un rôle accru du Conseil économique et social. Tout le monde est d'accord. L'évolution de la Cour de justice de la République. On n'en parle pas, ça fait consensus. Pas le débat. La grande innovation qui est le droit à la différenciation introduit à l'article 72 pour les territoires. C'est vraiment sur le Parlement que ça pose problème. Sur la Corse, on il y a quand même des choses. Je parlais du droit à la différenciation. La Corse fera certainement débat. Il y a quand même des choses dans ce projet qui ne sont pas anodines et qui méritent, qui sont positives et qui méritent de l'être et qui sont reconnues positives. Donc permettez-moi de le dire, c'est aussi mon rôle que de le faire en toute honnêteté intellectuelle. Qu'il y ait un débat sur le reste, moi, ne me choque absolument pas. Mais parlons-en. Je pense qu'il n'est pas tabou de poser la question du droit d'amendement dans les limites proposées par le projet. Discutons-en. Ça permettra d'exprimer un certain nombre de choses. Pourquoi cela serait-il tabou ? Pourquoi en faire une caricature ? Il n'est pas tabou de chercher à optimiser le temps parlementaire. Je pense que si on est honnête, on peut considérer que les temps d'initiative, les semaines réservées au Parlement ou au Sénat, ne sont pas submergés par les propositions de loi. Il y a beaucoup de débats que certains qualifient parmi nos collègues d'occupationnels, j'irai pas jusque-là, mais qui ont le mérite d'exister et d'évoquer un certain nombre de problématiques. On n'est pas submergé sur cette semaine-là. Que ces semaines-là
si elles ne sont pas submergées, le gouvernement puisse dire j'inscris à l'ordre du jour des projets qui sont prioritaires pour la mise en œuvre de ma politique parce que le pays a besoin de réformes et parce que nous n'avons plus le temps d'attendre. Et allons-y, je ne trouve pas, poser cette question-là ne me semble pas choquant. Elle est soumise, cette question est soumise au débat, on voit les réactions, les postures, et le débat va se poursuivre. François-Noël Buffet. Vous pouvez poser la question, on peut vous répondre non. Et on vous répond non. Mais en tout simplement. attentivement le texte. On vous dit clairement non. Le jour où vous aurez ces dispositions en place, les parlementaires ne compteront plus. Les groupes politiques ne compteront plus, les initiatives des sénateurs ou des députés en termes législatifs n'existeront plus. Et vous aurez une assemblée qui sera aux ordres, qui ne pourra plus rien faire. Quand vous aurez dilué ses pouvoirs, singulièrement en confiant une partie au Conseil économique et social, ce qui paraît complètement extraordinaire, vous aurez encore affaibli le système. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. L'accord sur la modification du Conseil supérieur de la magistrature ou la suppression de la Cour de justice de la République, d'abord, ce n'est pas une idée de M. Macron, c'est une idée antérieure, et ça ne pose aucune difficulté, tout le monde est d'accord. Mais ce n'est plus l'essentiel. C'est même très secondaire aujourd'hui, dans l'absolu, puisqu'on est tous d'accord. Ce qui compte, c'est le reste. Et le reste, c'est par petites touches, par petits moyens, on essaye d'affaiblir aujourd'hui le Parlement. Et on voit bien où ça aboutit. Ça aboutit à moins de représentation démocratique sur le terrain, déjà, et à moins de démocratie dans notre pays. Qu'ensuite, les assemblées s'organisent encore un peu plus pour mieux gérer l'ordre du jour, ça me paraît parfaitement légitime, pour être plus efficace et légitime, mais tout ça ne relève pas d'un pouvoir direct de l'exécutif. Benjamin Morel, est-ce qu'il y a un risque pour le Sénat, finalement, de disparaître un peu du jeu politique à travers les propositions du gouvernement ? Alors, de disparaître, non. Le Sénat continuera à avoir son rôle de seconde chambre. Mais la capacité d'action du Sénat, elle se construit dans un débat, dans un jeu de ping-pong, dans un jeu de navette avec l'Assemblée nationale. On examine une disposition à l'Assemblée nationale, on la revoit au Sénat, on la renvoie à l'Assemblée, on rediscute de la disposition, on la retravaille au Sénat, etc., etc. Quand vous dites CMP à la fin de la première lecture, et on ne peut reprendre commission mixte paritaire, et on ne peut ensuite revoter des amendements adoptés au Sénat à l'Assemblée nationale, et bien d'une certaine façon, il n'y a plus réellement de jeu, il n'y a plus réellement de dialogue entre les deux chambres. Et il ne faut pas oublier un point également, le pouvoir du Sénat, la capacité du Sénat, c'est pas simplement pour faire plaisir aux sénateurs, ça permet de retravailler les textes, de leur donner souvent plus de précision, une meilleure rédaction, tout ça, ça demande du temps. Cette idée que, d'une certaine façon, une loi... Il y aura moins de temps. Exactement. Une bonne loi, c'est une loi qu'on vote rapidement, c'est une mauvaise idée. Parce qu'une bonne loi, c'est une loi qui est bien rédigée. Si la loi est mal rédigée, elle est difficilement applicable. Elle donne du pouvoir à qui ? À la technocratie des ministères qui prennent les décrets d'application et aux juges qui se retrouvent avec des lois qu'il peut difficilement appliquer. Donc, c'est la démocratie là qui est importante. Éric Kerrouche, réduction du rôle du Sénat ? Mais une réduction magnifique. Mais pas seulement du rôle du Sénat. Une réduction du Parlement en général, du rôle du Sénat en particulier. Et c'est une des difficultés, parce que ça vient d'être dit d'une certaine façon. Quand il y a un vide en matière de représentation politique, parce qu'il n'y a plus de moyens d'action, eh bien, on va du côté de l'exécutif, c'est quand même une tendance forte d'Emmanuel Macron, et du côté de la technocratie qui vient combler un vide. Je ne pense pas que notre démocratie doive aller dans ce sens, ou alors effectivement pour mettre en place des réformes au profit de quelques-uns, c'est ce qui est fait depuis quelques mois. Une confusion totale entre l'efficacité et le respect de la démocratie, en réalité. Ben oui. Et la démocratie, c'est le temps. C'est ça le sujet. Oui, moi, je n'ai pas constaté depuis 7 mois que je suis là que la répétition des examens enrichisse réellement le texte. Donc, on a bien entendu, on aura l'occasion largement de revenir sur le Sénat confirmé par l'Assemblée nationale en 2017. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes et à demain.